le conseil d'administration d'EDF vient d'entériner la fermeture définitive et de manière, je le cite, irréversible et inéluctable de la centrale de Fessenheim. Cette décision était attendue. Cette décision s'intègre complètement dans la loi de transition énergétique qui, je le rappelle, a été votée par le Parlement et qui prévoit la réduction à 50% de la part du nucléaire à l'horizon 2025 et le passage à 40% des énergies renouvelables dans la production d'électricité en 2030. Et il était indispensable qu'EDF, qui est le grand opérateur national de l'électricité, s'engage dans cette transition énergétique. Cette décision est également rationnelle au plan économique. En effet, la centrale nucléaire de Fessenheim, mise en service il y a 40 ans, est la plus ancienne de France et elle est située en zone sismique. Avec un refroidissement en circuit ouvert et un prélèvement d'eau direct dans le canal du Rhin, cette centrale nucléaire de Fessenheim n'aurait aujourd'hui pas les autorisations d'être construite. Elle bénéficie d'un régime dérogatoire qui s'achève le 26 mai, le 31 décembre 2022, et par conséquent, il était temps d'engager cette fermeture de Fessenheim. Par ailleurs, régulièrement, les réacteurs de Fessenheim sont à l'arrêt et par conséquent, les investissements qui auraient été nécessaires à sa prolongation seront ainsi économisés. En effet, le groupe EDF va avoir à assumer des montants d'investissement tout à fait significatifs dans les 20 prochaines années, le grand carénage notamment, les projets à l'export, les énergies renouvelables, et la fermeture de Fessenheim est une décision rationnelle sur le plan économique qui réduit les risques auxquels est exposée l'entreprise, qui pourra ainsi prioriser ses investissements sur le parc actuel, bien évidemment, mais surtout sur la montée en puissance des énergies renouvelables, comme la loi de transition énergétique pour la croissance verte lui impose. C'est une décision ensuite cohérente, puisque EDF m'a indiqué par courrier du 9 octobre 2015 que la fermeture de Fessenheim était, je cite, l'unique hypothèse qui était étudiée dans le contexte où l'arrivée de Flamanville impose de fermer 2 réacteurs existants pour respecter le plafond de 63,2 gigawatts de puissance nucléaire installée prévu par la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Il est donc normal, et il n'est donc pas anticipé. À un moment, il avait été évoqué le fait que cette fermeture serait trop anticipée. Eh bien non, puisque le Conseil constitutionnel a déclaré le plafonnement de la capacité nucléaire installée à son niveau actuel, tel qu'introduit par l'article 187 de la loi conforme à la Constitution. Une attention particulière sera accordée à la revitalisation du territoire. Je rappelle qu'aucun emploi n'est supprimé, bien évidemment, à EDF et que l'État est aux côtés de l'entreprise pour l'accompagner dans cette démarche de transition énergétique. Ainsi donc, cette fermeture, je crois qu'il d'ailleurs ne mérite aucune polémique, est aujourd'hui entérinée et c'est la raison pour laquelle l'entreprise est ainsi stabilisée, puisqu'elle va pouvoir accéder aussi aux indemnisations que la Commission européenne a entérinées à hauteur de 450 millions d'euros. Le processus aussi de démantèlement de Fessenheim va pouvoir commencer à s'engager au sens où les études vont pouvoir être lancées en créant sur place une opération industrielle exemplaire de démantèlement d'une unité nucléaire, ce qui va permettre aussi à EDF de se positionner sur un marché mondial de démantèlement des centrales, qui comprend 400 centrales à démanteler à travers le monde. Et puis, il y a des investissements franco-allemands qui sont aujourd'hui à l'étude pour revitaliser ce territoire industriel, et notamment avec le projet d'installation d'une usine de construction de batteries pour véhicules électriques. Ainsi, donc, aujourd'hui, les choses sont très claires. Contrairement à ce que j'entends dire, la fermeture de Fessenheim n'est pas reportée dans le temps, puisqu'il a toujours été convenu que cette centrale fermerait en même temps que la mise en service de l'EPR de Flamanville 3, et que la fermeture de la centrale de Fessenheim s'inscrivait bien dans la loi de transition énergétique qui prévoit le plafonnement de la capacité de production d'énergie nucléaire à 63,2 gigawatts.
L'État donc entérinera juridiquement cette décision dans les tout prochains jours et donc l'engagement qui a été pris sera tenu. Cet engagement a été pris parce qu'il correspond à l'intérêt de l'entreprise. Je sais qu'en France, le lobby nucléaire est particulièrement puissant. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de mesurer le poids de ce lobby nucléaire lors du débat parlementaire sur le vote de la loi de transition énergétique. Je crois avoir pris le temps du dialogue, à la fois avec ceux qui voulaient la fermeture du jour au lendemain de toutes les centrales nucléaires. Ça n'est pas la position de la France, puisque la France maintient une place importante pour le nucléaire, donc 50% de la part du nucléaire dans la production énergétique à l'horizon 2025. C'est donc très important, mais c'est une baisse. On passe de 75 à 50%. Donc je n'ai pas suivi ceux qui voulaient la fermeture brutale de tous les réacteurs nucléaires, bien évidemment, puisque c'est la base de notre système énergétique. Mais je ne suis pas allée non plus du côté de ceux qui ne veulent jamais rien bouger, qui considèrent que ça n'est jamais le moment de faire la transition énergétique, qui considèrent que l'immobilisme est une solution. Moi, je crois qu'au contraire, pousser une entreprise à aller de l'avant, à voir un horizon, à comprendre aujourd'hui que l'heure est venue de la transition énergétique et que celle-ci est irréversible, et que les marchés à gagner, les emplois à créer, les valeurs ajoutées à obtenir se situent aujourd'hui dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique, dans les services rendus aux consommateurs, avec toute la mutation numérique aussi que l'entreprise doit prendre à bras-le-corps. Et par conséquent, aider l'entreprise à cette mutation, c'est rendre service à cette grande entreprise EDF, dont je salue le travail de tous les salariés. Je comprends que les mutations ne sont pas forcément facile, mais ceux qui laissent penser à l'intérieur d'une entreprise que c'est en ne faisant rien, en étant immobile, en ne faisant aucune réforme qu'on sauve une entreprise, au contraire, ce sont eux qui seraient responsables des difficultés d'une entreprise. Et là, aujourd'hui, nous n'avons pas une minute à perdre, nous n'avons pas de temps à perdre. D'abord parce que l'accord de Paris sur le climat nous impose l'obligation de construire une société bas carbone, nous impose l'obligation de monter en puissance sur les énergies renouvelables et les énergies propres. Alors je sais que l'énergie nucléaire n'est pas une énergie carbonée, mais il y a le lourd problème de gestion des déchets nucléaires et que l'énergie nucléaire devient une énergie très chère parce qu'aujourd'hui les citoyens, et ils ont raison, exigent des normes de sûreté et de sécurité en direction de l'énergie nucléaire qui a, je le répète, de gros problèmes de gestion de ces déchets et donc des investissements lourds à réaliser. Et c'est la raison pour laquelle le tout nucléaire n'est pas une solution pour la France. C'est d'ailleurs ce que la loi de transition énergétique a fait courageusement. Les parlementaires ont longuement discuté. Cette loi a été votée à une large majorité. J'ai réussi à faire en sorte que de cette opposition frontale entre les pro-nucléaires et les anti-nucléaires, on puisse sortir par le haut sur un modèle énergétique qui rassemble les Français, qui est raisonnable, qui est structuré, qui est anticipateur et qui place la France au premier rang des pays qui ont pris en main leur destin énergétique. Nous sommes le seul pays au monde à avoir adopté une loi de transition énergétique qui rassemble l'ensemble des aspects de l'évolution de l'énergie, à la fois l'efficacité énergétique des bâtiments, les énergies renouvelables, le transport propre, l'économie circulaire et la place de l'énergie nucléaire et la démocratie, c'est-à-dire le droit des citoyens à comprendre les choix qui sont faits en leur nom, alors qu'à une époque, le tout nucléaire, il a été décidé par quelques-uns dans des bureaux, sans consultation du Parlement et sans consultation des citoyens. Il est évident que si les citoyens avaient été consultés, si les parlementaires avaient débattu au moment où les choix du tout nucléaire avaient été faits par la France, il est évident que notre modèle énergétique serait beaucoup plus équilibré qu'aujourd'hui. Nous rattrapons ce retard. La France peut s'enorgueillir aujourd'hui d'accélérer sa transition énergétique. Nous produisons aujourd'hui en énergie renouvelable l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires. Et lors du dernier pic de froid, lorsque nous avons eu 9 réacteurs nucléaires à l'arrêt, ce sont bien la production d'énergie renouvelable qui a permis aux Français de ne pas avoir de coupure d'électricité.
Et par conséquent, comme je l'ai fait durant tout le débat parlementaire sur la loi de transition énergétique, je le redis, je ne souhaite pas que l'on puisse opposer les énergies les unes aux autres. Mais il faut comprendre que nous devons sortir du tout nucléaire. Il faut comprendre qu'une centrale, qui est la plus ancienne centrale de France, 40 ans, et qui aujourd'hui ne correspond plus aux normes de sûreté et de sécurité, et qui coûterait très cher en termes d'investissement, eh bien c'est cette première centrale qui doit donner le signal de l'évolution, du passage du tout nucléaire à un modèle énergétique équilibré où la place des énergies renouvelables va être de plus en plus importante. Et pour terminer, je dirais que, en appui avec le travail que fait Électricité de France, nous sommes aux côtés d'EDF pour aussi renforcer sa place dans l'hydroélectricité, puisque j'ai obtenu de la Commission européenne un regard positif sur l'allongement d'un certain nombre de contrats dont bénéficie EDF dans le cadre de l'hydroélectricité. Donc ce combat-là, nous le menons avec l'entreprise. Nous avons recapitalisé également l'entreprise. Nous accompagnons l'entreprise également sur des demandes qui sont faites par rapport à ses stratégies industrielles. Mais il est clair que l'entreprise EDF, que possèdent les Français, parce que ce sont les Français qui sont propriétaires de la plus grande partie de cette entreprise, elle est au service aussi de l'intérêt national. Et l'intérêt national, il est maintenant voté par la représentation nationale, c'est-à-dire que nous avons notre modèle énergétique, nous avons notre programmation pluriannuelle de l'énergie, nous avons publié également ce que l'on appelle la stratégie bas carbone, c'est-à-dire que nous sommes le seul pays au monde à avoir déjà appliqué dans notre législation nationale l'accord de Paris sur le climat. Cet accord, vous le savez, qui est le combat de ce siècle, qui est un engagement, qui est une grande réussite pour la France, puisque c'est ici que cet accord, à Paris, que cet accord a été conclu. Et donc, il est évident que nous devons être exemplaires par rapport aux choix qui ont été faits, par rapport aux décisions qui ont été prises, parce que cet accord, c'est celui qui définit aussi notre avenir commun et la relation entre l'homme et la nature, cette relation qui a été trop longtemps déstabilisée, trop longtemps déstructurée, et qu'aujourd'hui, nous mettons en place les moyens de reconquérir cette harmonie des relations entre l'homme et la nature, tout en donnant à nos entreprises les moyens d'accéder à une énergie, et aux citoyens, les moyens d'accéder à une énergie propre et de moins en moins coûteuse.